Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'espoir renaît à Kidal, dans le nord du Mali. Une équipe de médiateurs internationaux mandatée par les Nations Unies est arrivée à Kidal pour y rencontrer les groupes rebelles du Nord afin de signer le préaccord de paix. 20 millions de dollars pour soutenir la Centrafrique. C'est la conclusion de la 7e réunion du groupe international de contact. La somme proposée devrait contribuer à la réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de construction. La 4e édition du Festival du film africain a ouvert ses portes lundi 16 mars à Luxor en Égypte. Au sommaire des activités, la projection de plusieurs films africains mais aussi des ateliers d'art, immersion en fin d'édition. Au Mali, une équipe de médiateurs internationaux emmenée par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, est arrivée ce mardi dans le bastion de la rébellion Touareg à Kidal. Objectif, inciter les groupes du Nord à paraffer les accords de paix. Ibrahima Dinjaï. Nouvel espoir dans le processus de paix dans le nord du Mali. Une équipe de médiateurs internationaux sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, au Mali est arrivée ce mardi à Kidal pour convaincre les groupes rebelles de signer le préaccord de paix. Un texte que la base des mouvements rebelles rejette car il ne prend pas en compte, selon eux, la question de l'autonomie de cette région du Mali. S'il faut appeler le chat par son nom, cette mission va à Kidal pour obliger le MNLA à signer, à paraffer l'accord, parce que le MNLA est la seule partie qui n'a pas encore paraffé l'accord d'Alger. Ils avaient besoin de quelques jours pour consulter leur base. Et ça fait maintenant des semaines que tout le monde attend Kidal. Alors que l'accord n'est pas un accord du Mali, c'est un accord imposé par la communauté internationale et au Mali et aux autres mouvements. Il faut le reconnaître, il n'y a jamais de bon accord. Bamako a des réserves, mais Bamako a accepté de paraffer l'accord. Donc aujourd'hui, la mission de la MINUSMA à Kidal, c'est pour aller tendre la main aux responsables du MNLA afin qu'ils puissent signer, paraffer, disons, l'accord de paix. Malgré plusieurs jours d'intenses négociations, les groupes rebelles du Nord Mali, les chefs traditionnels et les représentants de la société civile locale n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la nécessité de signer ce préaccord de paix validé le 1er mars à Alger, en Algérie. Face à cette impasse, la communauté internationale impliquée dans les négociations se voit obligée de réagir. Aujourd'hui, vu que le MNLA traîne les pas, donc la communauté internationale, pour sa crédibilité, est obligée de mettre la pression sur le MNLA afin que le MNLA paraffe l'accord. Parce que, comme je l'ai dit, l'accord est un accord de la médiation, c'est-à-dire de la communauté internationale. Le Mali, de son côté, a accepté. Tous les autres médiateurs aussi ont accepté. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi Kidal ne s'est pas signé. La seule ville de Kidal refuse l'accord. Donc ça veut dire que si la communauté internationale ne se fait pas attention, elle va se faire discréditer par le MNLA par rapport au paraphe de cet accord qui arrache tout le monde. Le statut de l'Azawad est un point d'achoppement non négligeable dans ce conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes ne reconnaissent toujours pas l'Azawad et considèrent que le Mali est un territoire indivisible. La Côte d'Ivoire a annoncé lundi 16 mars qu'elle reprendra le rapatriement de ses réfugiés au Libéria au début du mois d'avril. Il serait encore 38 000 à attendre dans des camps depuis la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Le transfert avait été interrompu à cause de la propagation de l'épidémie Ebola. Seules les liaisons aériennes avaient été reprises au mois d'octobre 2014. Le Libéria est officiellement le pays le plus touché par la fièvre hémorragique avec 4 162 morts sur les 10 000 victimes recensées. Les combats ont repris au Sud-Soudan. D'après une déclaration de l'armée ce mardi, l'état pétrolier du Haut-Nil est particulièrement touché et les pertes seraient lourdes du côté de l'état-major. Depuis décembre 2013, le plus jeune état au monde est divisé par des luttes fratricides et ce, au mépris des nombreux cessez-le-feu signés. Les précisions d'Ibrahima Dinjaï. Reprise des combats au Sud-Soudan. Le fragile cessez-le-feu a une nouvelle fois volé en éclats ce mardi 17 mars. Les rebelles sud-soudanais ont confirmé la reprise des affrontements avec les troupes gouvernementales près de la localité de Rank, située au nord du Sud-Soudan. Lundi, Juba avait affirmé avoir fait de nombreuses victimes dans le camp des combattants rebelles dans cette région. Ce qu'il faut relever, c'est que la reprise des combats dans le Soudan du Sud était presque prévisible au regard des échecs des pourparlers qui ont eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie au début de ce mois. Précisément, ces accords de paix qui ont été ajournés le 6 mars dernier. C'est un conflit qui
dure déjà depuis plus d'1 an et qui a fait beaucoup de mal et beaucoup de tort au peuple du Soudan du Sud. C'est une guerre qui a déjà fait plus de 10 000 morts et plus d'1,5 million de déplacés en 1 an, si on doit partir de décembre 2013. Et donc la reprise des hostilités ne fera qu'aggraver cette situation. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar avaient signé sous la pression de la communauté internationale au début du mois de février 2015 leur 7e cessez-le-feu en 1 an. Il est difficile aujourd'hui d'envisager un processus de paix viable compte tenu des échecs répétitifs des accords de paix qui ont été signés par le passé. C'est vrai qu'il y a une lueur d'espoir à partir du nouveau plan de paix qui est soulevé par le Premier ministre éthiopien au nom de l'autorité intergouvernementale est-africaine. Mais maintenant, il faudra voir si tous les États de la région vont s'impliquer massivement dans la résolution de ce conflit et quel sera le rôle de l'Union africaine dans la gestion de ce conflit. On attend beaucoup plus que l'Union africaine se positionne et stimule la mobilisation régionale, voire même continentale, pour le règlement définitif de ce conflit. La reprise des combats est un coup dur pour l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD, qui a organisé plusieurs pourparlers stériles à Addis Abeba, en Éthiopie. La grève dans le secteur public reprend ce mardi au Togo pour une durée de 72 heures. Les syndicalistes demandent un meilleur salaire, mais aussi la démission du ministre de l'Éducation nationale. Les discussions avec le gouvernement sont au point mort. L'escalade de la violence serait à mettre sur le compte de la circulaire qui menace de licenciement les grévistes. Les syndicalistes dénoncent également les intimidations et les menaces exercées à leur encontre par les autorités. Un appel à une contribution d'au moins 20 millions de dollars a été lancé par le groupe international de contact sur la République centrafricaine. Si d'importants efforts ont déjà été réalisés, le pays a encore besoin de l'appui de la communauté internationale pour se relever. Ibra Djindjaï. La 7e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe, qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en cours en Centrafrique, appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation vraiment favorable et optimiste qui nous donne espoir. Et je crois que il faut que la communauté internationale continue de nous appuyer et surtout, rien ne peut avancer si les promesses faites ne sont pas réalisées. Il faut absolument que nous mobilisons les ressources nécessaires et que nous savons qu'il y a d'autres crises ailleurs, que la RCA peut-être n'est plus dans les médias comme avant, mais la RCA reste un danger potentiel. N'oublions pas que Boko Haram n'est pas loin. Les participants à cette rencontre ont déploré le retard accusé dans la mobilisation des fonds nécessaires au regroupement des combattants des différents groupes armés. Toutefois, sur le plan économique et humanitaire, d'importants résultats ont été accomplis. La leçon que nous pouvons tirer de ce groupe de contact, en fait, c'est une leçon extrêmement optimiste et qui nous donne vraiment espoir. En tout cas, nous sommes encore, certes, dans le tunnel, mais on commence à voir au loin le bout du tunnel et la lumière. Nous savons désormais que nous y arrivons. Donc, en fait, tous les critères virent lentement et graduellement au vert. Que ce soit sur le plan sécuritaire, il y a des avancées énormes aujourd'hui. Que ce soit sur le plan, par exemple, de recouvrement des recettes de l'État, là aussi, il y a des avancées énormes. Nous sommes passé de moins 30 et quelques pourcents en termes de taux de croissance à aujourd'hui plus 1,5 environ. Une enveloppe de 1,5 million de dollars a été décaissée par l'Union africaine pour soutenir le processus de transition. Des élections devraient avoir lieu avant août 2015 au plus tard.
Dernière journée de l'Africa CEO Forum ce mardi 17 mars à Genève. 800 opérateurs économiques étaient présents. Le secteur privé était à l'honneur pour cette édition. En conclusion du sommet, c'est Issa Redrab, le fondateur du groupe Cevital, et le Kenyan Chris Kirubi qui ont été nommés dirigeants africains de l'année. À noter que le président du groupe Cevital s'est fait remarquer pour avoir repris des entreprises européennes en difficulté comme Oxo, Fagorbrandt ou encore les aciéries Lucchini. On ouvre une page culture et le 7e art est à l'honneur dans la ville égyptienne de Luxor. La 4e édition du festival du film africain a ouvert ses portes lundi 16 mars. Au sommaire des activités, la projection de plusieurs films africains mais aussi des ateliers d'art. Reportage de notre envoyé spécial à Luxor, Hortense Assagar. Luxor célèbre le cinéma d'Afrique. Prenez un lieu chargé d'histoire et mondialement reconnu comme Luxor en Égypte. Ajoutez-y des organisateurs cinéphiles ayant envie de donner la priorité à l'art et à la culture de toute l'Afrique. On obtient ainsi les ingrédients qui permettent la tenue de la 4e édition du Festival de films africain de Luxor. La coopération économique et politique est importante. Et le plus important, c'est la coopération à travers la culture. Autour de nous, le monde est victime d'activités hostiles, de terrorisme. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconstruire la manière dont les gens pensent. Donc la culture est très importante. مصر ترجع كسينما داخل القارة الإفريقية وإن أفريقيا ترجع لمصر على المستوى الثقافي والسينمائي. Que l'Égypte retourne comme cinéma dans le continent de l'Afrique et que le continent de l'Afrique retourne culturellement et artistiquement en Égypte. Ouvert en grande pompe sur le Nil et au temple de Karnak, en présence de nombreux professionnels du 7e art, le LAF, comme on l'appelle, est déjà une référence en matière de cinéma. Avec près de 60 films qui seront en compétition dans 5 catégories. Des œuvres sélectionnées car elles ont toutes la particularité de parler de l'Afrique. Bien là, on nous a plongé directement dès la sortie de l'hôtel dans l'ambiance festive du coin. Moi j'ai connu Luxor il y a plusieurs années avec ma famille et puis c'était pas la même fête. Là c'est la fête et puis je retrouve Eric Ebouane qui non seulement est un compatriote, est un ami mais qui a joué dans un de mes films. On va batailler parce qu'on fait partie du même jury et on a des goûts différents, donc ça va être très dur. Oh, ça je suis sûr qu'on va y arriver, que Eric Ebouane se dira, mon réalisateur a peut-être plus raison que moi de choisir tel ou tel film. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Tunisie, des étudiants, des travailleurs, des banquiers, de tout, vraiment il y a beau. Et on a envie parfois de les impliquer dans des histoires et on a envie de raconter comment vivent ces Africains. Et c'est l'essence même de ce festival qui se veut un carrefour d'échange et un lien entre l'Égypte et le continent mère. Pour illustrer cet engagement, c'est le film Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane Sissako qui a été projeté en ouverture du festival. Ce dernier, pour rappel, se tient jusqu'au 21 mars à Luxor. Il était l'auteur des titres Dégagez, mon ami à moi ou encore Solitude. La star du Makossa Yilobé est mort lundi des suites d'un arrêt vasculaire cérébral à l'hôpital général de Yaoundé. Considéré comme une référence des années 80, il a également accompagné plusieurs artistes dans leur carrière, comme l'artiste Papillon. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.